pas très bon. Donc il y a beaucoup de bâtiments qui sont assez vieux, qui ne sont pas rénovés. La, la ville dans l'ensemble n'est pas très très propre. Il y a beaucoup de choses à revoir, refaire les trottoirs, les routes. Il y a beaucoup de choses à faire. Pour moi, ça serait revitaliser le centre-ville et éviter l'étalement de la ville. Alors que le centre-ville pourrait être rénové sur le plan énergétique, ça éviterait les déplacements. Il y aurait vraiment des choses intéressantes à faire, mais Amener de la population. j'ai pas compris. Amener de la population sur le centre. Oui, oui. Encore faut-il que la commune soit propriétaire des appartements à louer. Oui, si la commune est propriétaire, bien sûr on n'aura pas des loyers démentiels, on aidera. Il y a déjà des aides au niveau de l'État et ainsi de suite. Oui, pourquoi pas. Mais encore faut-il que la municipalité ait un parc. Tout à fait, ça c'est dans notre programme, les jardins partagés, oui, nous attellerons à ce genre de thématique. Oui. Projet d'habitat partagé. Euh, En autonomie, je ne sais pas. Si c'est possible, si c'est possible, pourquoi pas. C'est une priorité. Ça me semble une priorité. Vous le verrez dans notre programme, mais nous avons l'intention justement de faire ce qu'on appelle un audit de tous les bâtiments communaux, justement pour voir un peu l'état de ces bâtiments et de remédier à tout ce qui est nocif à la santé. Le problème du remembrement, c'est que les agriculteurs n'ont plus le droit au remembrement depuis des années. On s'aperçoit qu'autour de Carhaix, ça continue. Il y a des haies à ma grande stupéfaction. Moi, à chaque fois que je vois des haies qui s'en vont ou des talus, ça me met hors de moi parce que. Alors, c'est vrai que des petites parcelles, donc on peut comprendre qu'un agriculteur avec deux, trois petites parcelles, il en fasse une. Mais quand on voit, moi des fois je dis, quand on va sur Châteauneuf-du-Fou, on a l'impression d'avoir la plaine des Flandres. Quoi. Il n'y a plus un arbre, il n'y a plus une haie, il n'y a plus rien. Donc c'est aux grandes dames des chasseurs, parce qu'il n'y aura plus de gibier bientôt si ça continue. Ouais, pour la flore et tout, la faune, c'est une catastrophe. Mais là, c'est pareil, la municipalité n'a pas beaucoup la main là-dessus. Il y a des lois, il y a le parc d'Armorique qui devrait intervenir, comme je vois bien qu'il y a des agriculteurs qui enlèvent des haies. Enfin, on peut intervenir à notre niveau, on fera, mais malheureusement, nous n'avons pas, une municipalité n'a pas tous les pouvoirs que peut avoir un département, une région ou un État. Mais on peut intervenir, et on le fera. Ce qu'on disait dans le cadre des réhabilitations de bâtiments, qu'ils soient publics, privés, enfin communaux, hein, quand on dit public, oui, les panneaux photovoltaïques et ainsi de suite, des éoliennes s'il le faut, mais à petite échelle, pas comme on veut en mettre à Kergloff ou à Berrien, en plein Mont d'Arrêt, non. Mais oui, on soutiendra cette. Et on en parlait aussi, c'est une réflexion sur la possibilité d'installer des panneaux photovoltaïques sur les toits orientés sud et de créer une boucle locale
qui correspondent à une consommation locale. Ils sont en plastique. Oui, Le terrain de foot est en plastique. les espaces verts en centre-ville, c'est pas très facile d'avoir des espaces verts dans le centre-ville tel que nous connaissons actuellement. Dans les écoles, pourquoi pas faire des jardins pour apprendre aux gens, aux jeunes élèves. Ça se fait dans certaines villes et je ne sais pas si ça se fait à Carhaix, mais oui, des petits jardins pour qu'ils sachent ce qu'est un légume, un arbre fruitier, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, on aidera s'il y a des demandes du corps enseignant, il n'y a aucun problème, on aidera dans ce domaine. Et des parents. Et des parents, oui, mais c'est surtout le corps enseignant qui décide de tout ça. La réponse est non, on n'a pas pensé à mettre des arbres fruitiers. Je sais que les cidreries en Bretagne manquent de pommes à cible, mais bon, s'il le faut donner un coup de main aux cidreries, on mettra des pommes à cible. Non, mais c'est une boutade. Oui. Mais, C'est une bonne oui, idée. pourquoi pas. Si on peut mettre des arbres fruitiers dans certains endroits qui appartiennent à la commune, ou inciter les gens à mettre des arbres fruitiers, oui, pourquoi pas. Il me semble qu'il y en a quand même pas mal sur Carhaix, que tout n'est pas occupé. En termes d'isolation, je pense que ça peut être amélioré. Mais ça correspond vraiment à un besoin. C'est aussi en lien avec la question que tu posais avant concernant l'accès à la propriété, développer plus le secteur locatif pour éviter peut-être des problèmes de surendettement. Enfin, nous sommes pour que les vieilles charrues restent à Carhaix. Sur les vieilles charrues, c'est vrai que Carhaix, on aurait pu la renommer nationale et internationale qui est là. Dans le développement durable, bah oui, là c'est pareil, hein, on peut les accompagner, on peut les inciter, mais c'est une société, même une association. Donc, tant qu'il n'y a pas de SEM syndical, mix, où on ferait partie, où on en ferait partie, nous n'avons pas la main. Il faut voir ça avec M. Martin et puis le directeur, je ne me rappelle plus de son nom. C'est tout. Mais si on les rencontre, on les incitera à avoir ce genre de démarche, il n'y a aucun problème. Et sur les installations en dur, nous avons fait la proposition il y a quelque temps que de la construction de WC est écologique. Qui va être totalement refait, qu'on est l'issue aussi d'une histoire vieille du camp des osismes qui se trouvait ici, hein, c'était les ultimes. On a nous du néolithique à Carhaix, vous savez qu'on a trouvé un cairn il y a peu de temps, vieux de 6000 ans, qu'on est aussi de l'histoire de Vorgium, hein, qui a créé cette urbanisation de la ville, qui n'a pas bougé beaucoup derrière le Cardo et le Decumanius, hein, qui sont les voies principales de l'organisation des cités romaines à cette époque, entre le 1er et le 4e siècle. Et c'est une ville importante, puisque Vorgium comptait entre 8000 et 15 000 habitants. Nous sommes encore dépendants de cette urbanisation-là. De la période médiévale, avec son château, avec l'organisation qui était bien différente et bien plus disparate et moins méthodique que l'esprit romain qui nous avait été imposé à l'époque. Et aujourd'hui, le centre-ville est totalement modernisé. Et c'est pour ça qu'une grande redynamisation du centre-ville va avoir lieu. Alors, avec une particularité, c'est qu'on s'inspire de l'histoire. Et on est une des seules villes en France, je crois qu'on est de la seule, qui
prend comme socle l'histoire de sa propre ville et de l'identité bretonne pour redynamiser le commerce. Et donc on a 3 parties de la ville qui vont être rénovées d'une façon distincte. La partie ouest sur la période antique, avec Vorgium que vous connaissez, le bâtiment lié aux nouvelles technologies pour raconter l'histoire de la période antique, et avec cette voirie spécifique qui a été créée rue du Temps-Magny, dont tout le monde félicite, avec voies partagées, voies cyclables, l'ensemble aujourd'hui de ce qu'attend un concitoyen, éclairage au LED, quelque chose qui soit vraiment agréable à vivre. Période plutôt Moyen-Âge, donc du château ici en cœur de ville, place de la mairie, rue Gaspard-Mauviel, on voit d'ailleurs les fouilles, vous avez peut-être vu le rempart qu'on est en train de trouver qui est exceptionnel, de plusieurs mètres de hauteur, et en même temps les derniers vestiges de cette période médiévale. Donc le cœur de ville sera restauré de cette manière-là. Et puis la troisième, plutôt à l'est, période contemporaine, avec la gare, donc rénovation de la loco, pose à nouveau en art déco. On essaie de faire un peu avec du goût aussi pour que voilà, il y ait du beau. Moi je pense que l'utile est indispensable, mais l'utile peut être beau aussi. Et parfois il faut mettre un peu plus de sous pour y parvenir. Et donc on travaille dans cet esprit-là, avec aussi un panthéon des plus populaires des Bretons, pour raconter l'histoire de la Bretagne à nos visiteurs, parce qu'on est aussi avec des statues à quelques 10 km, 15 km de la vallée des Saints. Et puis on a un public qui vient, je pense, entre parenthèses, je pense que les gens, comme on parlait tout à l'heure des modifications des modes de consommation, il y a plus en plus de gens qui ont besoin qu'on leur raconte une histoire. Et que raconter une histoire, c'est d'avoir du plaisir à venir consommer et à acheter. Et à la fois, il y a toute la question de l'urbanisme, la facilité d'accès, les stationnements qui sont à revoir aussi. Par contre, le maintien de la gratuité. Ça, c'est aussi une force à carrer, c'est 1000 places gratuites. C'est pas partout que ça existe. Les sens de circulation qui seront à revoir aussi également. La place de la voiture qui sera à modifier. Et puis en même temps aussi la place du vélo, des piétons, des mobilités réduites, qu'elles soient pour les poussettes, les fauteuils roulants. Voilà, il y a un vrai travail de fond qui va être mené et qui, je pense, va totalement modifier, bouleverser, mais dans le bien, dans le bon sens du terme, le centre-ville de Carhaix. Il y a toujours des regrets, des remords, il ne faut pas en avoir trop, comme on dit, mais des regrets, on a toujours le sentiment de ne pas avoir toujours bien fait. J'en ai pas un qui me vient à l'esprit comme ça immédiatement. Parfois, quand on a un regret, c'est qu'on a oublié quelque chose de ce qui sera demain. Voilà. Et qu'on n'a pas inclus, comme on disait tout à l'heure, une question énergétique dès le départ dans un projet. C'est beaucoup d'anticipation. Enfin, on voit bien qu'il faut bien réfléchir à notre projet pour que toutes les conditions normales et aujourd'hui essentielles de l'environnement y soient intégrées. Donc il y a sans doute des projets qu'on a dû réaliser et auxquels on n'a pas joint nécessairement tout ce qui peut aujourd'hui nous être favorable. Par contre, pour beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, on a quand même la pose de panneaux solaires sur les toits. La maison des jeux d'adresse qu'on a construite et intégrée avec du panneau solaire. L'école Viella aussi vient d'en disposer. On fait un réseau de chaleur pour tout le site de Kérampuil. Voilà, on intègre la filière bois, voilà, mais il y a sans aucun doute des manques dans notre dispositif. Il y a toujours des trous dans une raquette. Oui, mais aussi par rapport à une chose, c'est peut-être un peu long, je ne vais pas être trop long pour le dire. Pendant des années, on a construit des lotissements hors les murs, dans toutes les communes. Il n'y a qu'à voir dans les communes voisines, Kerklof ou Nevezel, c'est l'étalement dit urbain qui ne correspondait pas du tout d'ailleurs à l'histoire de communes rurales, qui étaient plutôt resserrées autour de leur église ou de leur mairie. Et on a créé des trottoirs dans des lotissements où il n'y a jamais personne qui marche dessus. Je crois que ce temps-là, il faut l'arrêter. Et que sans doute il faut laisser l'accessibilité et la propriété dans certains types de lotissements, qu'il faudra aussi repenser globalement dans la manière d'être conçu et de pouvoir faire vivre les habitants. Et moi je pense même qu'il faut aller plus loin, c'est que lorsque la collectivité investit dans un lotissement, au global, lorsque par exemple elles vont à un terrain, un lot à 30 € le mètre carré, ce qui est à peu près le prix ici, en réalité il coûte 60. Et donc les 30 € qu'on accorde à ceux qui veulent devenir propriétaires, on peut les mettre aussi dans une bâti ancien. Et on a calculé sur du bâti ici en centre-ville de Carhaix, les maisons ne coûtent pas cher ici. Une maison de centre-ville, ça peut être entre 50 000 et 80 000 €. Entre 50 et 80 000 €, si vous mettez une somme de 30 à 50 000 €, vous permettez à quelqu'un d'accéder à la propriété et en même temps de rénover globalement sa maison. C'est-à-dire pour 100 000 €, vous avez un bien qui est aux normes environnementales et qui permet en plus de ne pas être dans l'étalement urbain, de ne pas consommer de terres agricoles et en plus de réoxygéner un centre-ville qui a besoin aussi de nouveaux flux, de nouveaux habitants pour les consommer dans les commerces et créer une vie sociale et festive dans une cité. Moi, je crois beaucoup à ce dispositif-là et on le mettra en place dès 2020 si on est réélu, en faisant au moins une vingtaine, trentaine de cas chaque année.
Ouais, alors, il y a eu une demande, c'est assez rigolo parce que j'en ai parlé ce matin dans Ouest France, une demande qui date d'une semaine sur un jardin et un verger partagé. Et j'étais heureux parce que c'est un peu dans l'esprit de ce que vous développez. Les gens se prennent en main. Et s'il y a une solidarité, si les gens discutent entre eux, dans un même quartier, il y a des projets qui naissent. Et là, c'est une idée, je ne dirais pas lequel, parce qu'on va réserver ça si on est élu de pouvoir le lancer dès le printemps prochain, mais des gens qui se sont pris par la main et qui avaient une envie de verger partagé sur un terrain qui n'avait pas de vocation particulière, qui n'est pas appelé à être bâti, mais qui est appelé à être environnementalisé. Et je trouve qu'un verger partagé, c'est magnifique. Donc on va nous financer sur le budget participatif qu'on va mettre en place aussi en 2020. Il y aura 200 000 euros par an. Je pense que c'est une somme déjà qui est assez conséquente, qui amènera à ce que les gens, dans ce budget-là, puissent proposer leurs propres idées. C'est-à-dire vous proposez, on exécute. Voilà, c'est l'idée du budget participatif. Et on sera dans le premier projet, donc au mois de mars-avril, pour ce premier verger partagé sur Carré. On a des projets avec Finistère Habitat, qui avance aussi au rythme qui peut avancer, mais toujours aussi porté par un collectif de citoyens. Et je trouve que c'est justement les vrais projets qui fonctionnent d'abord parce qu'il y a une demande sociale. Ce n'est pas que notre municipalité qui l'a fait, les municipalités précédentes, dont celle de Jean-Pierre Jeudi, y étaient aussi déjà engagées. La Maison de l'Enfance, par exemple, a intégré énormément de produits environnementaux de grande qualité et qu'on essaie aussi désormais à chaque fois de reproduire sur les autres bâtiments. Et puis là aussi, il y a toujours la nouveauté. Donc, c'est vrai qu'un collectif citoyen que vous représentez peut être aussi source d'idées et de nouveautés que forcément l'élu ne connaît pas toujours. Parce qu'on est tellement pris par tellement de sujets différents qu'on a besoin souvent d'être inspiré. Et l'inspiration, c'est les citoyens qui peuvent l'apporter. Bien sûr, d'abord il y a la réglementation à respecter, et puis aussi le passé à épurer, parce que l'amiante a été utilisé partout, enfin, en particulier dans le monde agricole, c'était une catastrophe. Donc il faut aujourd'hui les capacités aussi de retraitement de l'ensemble de ces matériaux qui sont à enlever, et ensuite à redisposer d'une nouvelle façon pour faire en sorte qu'un résultat écologique puisse être obtenu pour l'habitat, pour les bâtiments publics, pour tout ce qui concerne le couvert, j'allais dire, dans lequel on peut vivre. C'est toute mon enfance, ça a été notre drame, ça, des champs, quand j'avais 5 ans, du bocage breton qui a été totalement modifié, en Centre-Bretagne en particulier. Parfois avec du remembrement, entre guillemets, qui a été fait intelligemment, où ça a amené à ce que des petites exploitations puissent se maintenir en recoupant des terres, parce que le parcellaire avait été tellement divisé que c'était plus vivable pour... c'est aussi la période des migrations très fortes qu'on a connues en Centre-Bretagne dans les années 50 et 60, parce que la terre ne permettait plus à tout le monde de pouvoir y vivre, qui a amené aussi le hors-sol d'ailleurs. C'était soit le départ souvent au Canada, aux États-Unis, soit c'était la construction d'un poulailler. C'est comme ça que le monde du Centre-Bretagne a vécu, et en même temps avec, entre guillemets, alors je mesurais parce que cette capacité du remembrement, comme je disais, qui a pu parfois être bien fait avec la reconstruction même de haies ou de talus pour redéfinir le parcellaire, ou parfois, comme on a connu, avec des primes qui avaient été accordées à ceux qui devaient détruire les talus. Ça a été le cas dans une partie de ma campagne. C'était catastrophique, quoi. Du jour au lendemain, votre paysage, on était des enfants des champs, on était scolarisés qu'à 5 ans et demi. Hein. Donc, je suis de la dernière génération qui a encore gardé un peu les vaches. C'était notre quotidien. Donc. Et du jour au lendemain, c'était une plaine. On l'a même vu, et ça m'avait vachement marqué, parce que c'est une anecdote, j'aimerais bien la raconter. Chez un voisin, tous les talus avaient été abattus, il y avait des laitières, et un soir d'hiver, toutes les vaches sont mortes. Parce que les vaches étaient encore lâchées dans les champs la nuit, et le vent, le froid, a abattu l'intégralité du troupeau. Voilà. Et ça, quand vous avez un souvenir d'enfant, vous passez à côté, et vous voyez toutes les vaches sur le dos décédées, parce qu'on avait enlevé les talus, ça a amené aussi à ces exgénérations, à ces aberrations. Il faut des dispositifs et une volonté. La volonté en là, parce qu'ici déjà, on a lancé un dispositif qui s'appelle Entercant, 50%, qui amène à ce que dans les 10 ans à venir, on produira au moins la moitié de ce qu'on consomme sur le territoire. Donc pour ça, il faut du photovoltaïque, il faut du solaire, il faut aussi de l'éolien, mais
avec aussi des conditions spécifiques qu'il faut mettre en œuvre pour que les citoyens puissent s'intéresser eux-mêmes à ce projet de renouvellement énergétique. La méthanisation, le bois, toute la filière doit être retenue pour faire en sorte qu'il y ait la capacité à produire de l'énergie renouvelable sur notre territoire, et puis aussi de la baisse de la consommation d'énergie. Je crois que les deux doivent aller de pair. Et c'est le travail qu'on fait aussi pour mieux isoler les foyers, arrêter le tout électrique. Voilà. Il y a beaucoup de dispositifs aujourd'hui en œuvre, mais qui est un vrai engagement, parce qu'il s'appelle Entrekamp, qui fera que demain, nous allions de plus en plus vers une autonomie énergétique de notre territoire. Alors, il y a plein de choses, hein. On est à l'échelle de Centre-Bretagne, mais à côté, vous avez une usine à gaz, non, une centrale à gaz, qui est construite à l'individu, donc je pense que c'est l'aberration, parce que vous avez l'Écosse à côté, qui avait pris un dispositif en 2010, qui s'était donné pour objectif, mais aussi parce qu'ils ont les moyens financiers et politiques. Les deux s'accompagnent toujours de la même façon. Il faut l'autonomie. On ne peut pas la décréter. Il faut l'avoir véritablement sur le terrain pour décider de ses propres politiques. Et le Parlement écossais avait décidé d'arriver en 2020 à être autonome à 100% énergétiquement, dans les énergies renouvelables. Et bien, ils y sont parvenus. Où en sommes-nous aujourd'hui en Bretagne? Largués. Parce qu'on n'a pas les moyens politiques de pouvoir décider ici. Alors qu'on a les mêmes conditions que l'Écosse, avec de l'hydroélectrique qui est possible. Ici, on a même de la possibilité sur les cours d'eau de remettre des petites turbines et des centrales. Mais rien n'est fait en la matière parce qu'il n'y a pas la volonté politique. Alors chez nous, il n'y en a pas. Voilà, on met pas depuis 10 ans. Je connais une adjointe, je ne dirai pas son nom parce que je n'ai pas le droit de le dire, mais qui a été très vigilante là-dessus, ici à Carhaix, dans notre municipalité, et qui a fait un excellent travail, et qui a amené à ce qu'il y ait une conscientisation aussi des personnels, parce que c'est souvent des pratiques qu'il faut changer, et puis surtout une volonté politique, comme je disais tout à l'heure, qui a amené à ce qu'on a interdit tout produit phytosanitaire, et on n'en utilise plus aucun. Par contre, on a des jeunes avec des binettes, et des jeunes avec des binettes qui ont commencé à partir du mois de mars, là, à qui ça fait un peu de sous, parce qu'il y a des vacances scolaires, si vous n'avez rien à faire pendant 15 jours, il y a des binettes qui sont disponibles, il y a un salaire en face, et ça paye parfois le permis, ou des études. Voilà, et on en embauche, et ça ne coûte pas très cher à l'année. Hein. Mais on a 20, 30 jeunes qui se succèdent du mois de mars jusqu'à septembre pour biner, pour nettoyer les parterres, pour nettoyer les trottoirs, pour faire en sorte que les mauvaises herbes puissent aussi être enlevées, parce que c'est comme parfois un esthétique qui est recherché pour les citoyens, mais qui fasse en sorte d'abord que la ville soit agréable. Là, il y a un travail aussi à faire parce que souvent, c'est de l'existant. Il y a une école qui est un peu particulière, qui avait été créée un peu comme une ville à la campagne, c'est Persivien, mais qui a amené aussi à ce qu'elle ait tourné le dos elle-même au bout d'un moment à l'environnement, en remettant des grillages pour des raisons de sécurité. Et vous connaissez les plans Vigipirate, et c'est dommage. Voilà, la société nous a contraints à faire le contraire de ce qu'une municipalité avait intelligemment fait dans les années 80. C'était aussi celle de Jean-Pierre Jeudi, et c'est dommage. Maintenant, je pense que c'est dans des bâtiments existants, on peut aussi trouver d'autres méthodes qu'un jardin ou que de l'espace vert traditionnel. C'est peut-être aussi des façons, par des parents d'élèves, de faire des propositions pour réinventer aussi l'environnementalisation d'un établissement scolaire. Oui, je viens d'en parler. Il y a quelques instants, il y a un verger partagé là, qui est en projet. Et puis nous-mêmes, moi je trouve que je suis attaché à ça aussi pour faire en sorte que, je le vois chez moi, devant ma maison, j'ai un noisetier. Et la moitié tombe de mon jardin et l'autre moitié tombe sur la rue. Vous verriez à la période de septembre-octobre le nombre de gens qui s'arrêtent à ramasser les noisettes. Voilà, c'est génial, je trouve que c'est tout simplement. Et on garde un arbre fruitier pour faire en sorte qu'il soit partagé avec tout le monde. Alors ici, d'abord, il a fallu remettre tout à niveau, parce que on avait un parc assez vieillissant, avec plusieurs opérateurs sociaux, HLM, et l'ensemble du parc a été rénové cette année. On est arrivé sur les 4 dernières années, que ce soit le HLM du Moulin avant, vous avez peut-être été voir ou jeter un coup d'œil, c'est exemplaire, voilà, la réussite du bâtiment, le bois blanc, le poher, les peupliers, la salette. On est vraiment sur quelque chose de remise à niveau. On parlait tout à l'heure d'économie d'énergie, tout ce qui concerne l'isolation, tout ça a été fait aujourd'hui. Et puis les nouveaux bâtiments, maintenant, à chaque fois, intégreront, comme je disais tout à l'heure, toutes ces nécessités pour l'avenir de l'environnement. Je crois qu'il le fait déjà. Je pense qu'il le fait déjà. Je crois qu'il a déjà des opérations particulières en la matière, sur les gobelets, sur l'attention qu'il porte après aussi à l'assainissement, aux manières de pouvoir
gérer une foule aussi importante sur un temps aussi court. Mais là aussi, peut-être que l'association ou ses propres dirigeants sont toujours prêts aussi à entendre de nouvelles choses qu'elles n'ont pas encore intégrées dans leur projet. Ah, le centre-ville. Alors, la chance de notre centre-ville, c'est qu'on a 2 grandes places de parking. Donc ça, c'est vraiment un atout. Le centre-ville de Carhaix, on a le taux d'achat en centre-ville le plus élevé de Bretagne. 31% des achats sont réalisés en cœur de ville. Alors ça s'explique parce qu'on n'a pas forcément de grosses zones commerciales à proximité. On est loin des grandes villes bretonnes. Donc c'est à la fois un handicap peut-être sur certains sujets, mais c'est aussi un atout. On a un centre-ville qui aujourd'hui est doté d'un certain nombre de commerces. On a des commerces un petit peu atypiques, donc ce qui crée la richesse de notre territoire. Par contre, la grande rue aujourd'hui, le sujet qui va se poser dans les 5-10 ans à venir, c'est l'anticipation des départs à la retraite des commerçants. Donc là-dessus, il va falloir qu'on travaille, qu'on œuvre très sérieusement sur ce sujet-là. On a un autre sujet, c'est le prix des loyers en centre-ville, qui est relativement élevé et qui bloque certains jeunes entrepreneurs à s'installer en cœur de ville. Donc, charge à nous de créer un lien très très étroit avec les propriétaires actuels pour les inciter à diminuer leur loyer. Alors, inciter la diminution des loyers, ça peut être facile comme ça, mais on a plusieurs propositions à faire. C'est notamment l'extension du pass commerce et artisanat sous forme d'une subvention aux propriétaires pour qu'ils puissent éventuellement mettre aux normes, la mise aux normes PMR, personnes à mobilité réduite, donc de faire les investissements, de modifier, transformer éventuellement leurs vitrines qui sont aujourd'hui pour certains des passoires énergétiques, comme on peut le voir, mais il faut bien se rendre compte aussi que certains propriétaires n'ont pas forcément les moyens de faire ces travaux-là. Donc charge à nous éventuellement de les accompagner par une subvention qui pourrait aller jusqu'à 30% d'un montant de 25 000 €. Donc c'est une proposition qu'on fait pour justement les inciter à transformer, à améliorer la condition d'accueil de nouveaux commerçants en centre-ville. Le second sujet, c'est les boutiques à l'essai. Donc les boutiques à l'essai, c'est pas le tout de créer une boutique et de dire que c'est une boutique à l'essai. Il faut aller beaucoup plus loin que ça dans l'accompagnement. Donc c'est des loyers très incitatifs, c'est un accompagnement aussi de la collectivité via un manager de centre-ville pour créer les passes, créer les ponts qui permettent justement aux jeunes entrepreneurs qui viennent s'installer en cœur de ville d'avoir le maximum de chances de pérenniser leur projet sur le cœur de ville. Donc le cœur de ville, le centre-ville, on pourra en parler pendant des heures. C'est un sujet qui m'intéresse énormément, je connais assez bien le sujet et forcément il y aura toute la revitalisation du centre-ville à faire via des travaux d'aménagement. Ces travaux d'aménagement sont relativement lourds, il faut être très très vigilant de ne pas mettre en péril notamment les commerces existants. Vaste sujet. Sur la gestion de l'habitat aujourd'hui, on peut tous faire un constat, c'est qu'on a quand même quelques marchands de sommeil en centre-ville. Alors il ne faut pas avoir peur des mots. Quand je vois certaines... Alors j'ai été pompier à Carhaix. Quand on intervenait en centre-ville, on était souvent inquiet de certaines cages d'escalier, où on voit encore des conduites de gaz qui montent dans les
cages d'escalier, des tuyaux en cuivre, des cages d'escalier qui sont en bois, qui sont inflammables à moindre étincelle. Donc sur l'habitat, on a un très très gros travail à faire de remise en état. Pareil, il faut savoir accompagner, il faut savoir aussi, à un certain moment, prendre ses responsabilités en tant qu'élu et stopper la location de certains bâtiments qui aujourd'hui sont à la limite de l'insalubrité. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qui existe sur les grandes villes ou sur les villes du littoral avec des passes primo-accédants, etc. Je ne sais pas, il faudrait étudier un peu plus de sujet s'il y a une nécessité à le mettre en place. Mais ça serait aussi un gage d'attractivité pour notre territoire supplémentaire. On a un prix des loyers ou un prix des bâtiments mis en vente en centre-ville et notamment sur le territoire aussi un peu plus largement qui sont relativement déjà accessibles. Donc est-ce qu'il faut qu'on puisse créer un prêt à taux zéro supplémentaire ? Je pense qu'il ne faut rien s'interdire et justement étudier ça peut-être un peu plus en détail avec toutes les agences qui nous permettront d'œuvrer dans ce sens-là. Et oui, effectivement, donc c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que pour moi, au-delà du jardin partagé, c'est un lien social important, c'est un moment privilégié pour les anciens, pour les plus jeunes. C'est un moment aussi d'échange par des personnes qui ne se côtoient pas forcément. Donc c'est des choses qu'on essaiera peut-être de développer autour des résidences du Moulin à Vent ou des résidences des Peupliers, etc. Et je pense qu'on peut aussi en installer en cœur de ville, près des écoles et aussi probablement près des EHPAD. Donc je pense que ça peut être un moment très très important et vecteur de lien une fois de plus. Alors, on a poussé la réflexion, mais pas jusque-là. On l'a poussé sur plutôt de la maison d'accueil pour les personnes âgées, sur de la rénovation aussi de locaux en centre-ville avec une résidence pour personnes âgées plutôt dans le bas, accessible, plein pied, et puis à l'étage de créer une résidence plutôt pour un jeune et de mettre en place un loyer plutôt modéré pour le jeune dans le cadre d'une contribution qui peut être un repas par jour avec la personne âgée qui se trouve à côté. Donc c'est plutôt le type de réflexion qu'on a poussé jusque-là. Après, partir sur de l'habitat un petit peu plus poussé, plus autonome, etc. Une fois de plus, pourquoi pas. Dans la mesure du possible, on essaiera déjà de mettre un maximum, de rendre obligatoire déjà l'utilisation d'énergie renouvelable sur les bâtiments communaux. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on mettra en place. Après, rentrer dans ce sera, voilà. Il y a aussi quelque chose qui est très important sur la gestion d'une collectivité, c'est l'aspect financier. Donc si c'est à coût égal, forcément, on fera plutôt ces choix-là qui sont des choix de bon sens. Et ben on se rend compte qu'aujourd'hui, je ne veux pas créer de psychose ou quoi que ce soit, mais on a quand même quelques bâtiments qui sont dans lesquels on retrouve de l'amiante. L'amiante, tant qu'on n'y touche pas, tant qu'elle n'est pas friable, ça ne présente pas de risque. Mais forcément, il va falloir qu'on entame sur les 10-15 ans à venir des actions pour enlever toutes ces matières amiantées, ces matières dangereuses. Le plomb, il n'y en a plus beaucoup, mais on sait qu'il en reste à certains endroits. Il y a d'autres éléments qui sont un petit peu plus insidieux, c'est le radon notamment dans certains bâtiments. Forcément, on aura
une responsabilité à prendre et à retirer ces matériaux-là, à traiter pour le bien-être des occupants, le bien-être des écoliers, etc. Donc forcément, on aura des actions à mener sur ce sujet-là. Alors, sur ce sujet-là, c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué à mettre en place vu que les terrains sont souvent des terrains privés. Mais par contre, on peut, sur des parcelles qui sont propriété de la commune, justement créer des haies bocagères, on peut aussi redessiner certains talus, etc. Donc aujourd'hui, on peut éventuellement même inciter financièrement, mais là c'est plutôt le ressort des services départementaux qui œuvrent dans ce sens-là. Donc on peut les encourager effectivement. Nous avons un devoir aussi, c'est de préserver nos terres agricoles, ça c'est certain. Donc c'est éviter. Alors, c'est le côté un petit peu compliqué de l'affaire, parce que d'un côté on va nous demander de garantir des réserves foncières pour des zones économiques, pour développer des zones économiques dans le futur, mais de l'autre côté aussi on a ce devoir de conserver des terres agricoles. Donc charge à nous d'optimiser au maximum en relation avec les agriculteurs, avec les propriétaires fonciers, de travailler en étroite collaboration pour justement optimiser toutes les surfaces agricoles. Alors, sur ce sujet-là, on a énormément d'idées. Aujourd'hui, je travaille avec plusieurs startups sur ce sujet-là. Notamment, c'est la mise en place de turbines sur le canal Nantes-Brest. Ça paraît comme ça assez basique, un petit peu innovant, mais finalement, on sait que les éclusiers, il y a quelques années de ça, avaient tous leurs turbines et produisaient chacun leur énergie. Donc aujourd'hui, on a des turbines qui sont très très puissantes, qui permettent sans modifier le flux d'une rivière ou d'un canal, d'optimiser, de créer de l'énergie continuellement. On peut aussi imaginer la mise en place de turbines sur les eaux résiduaires. Ça existe, c'est un projet qui est en phase de développement dans certains pays du nord de l'Europe. C'est de créer de l'énergie justement avec les égouts. Donc ça peut être un atout important. On sait aussi que sous nos pieds, on pourrait mettre en place de la géothermie collective. Donc ça, c'est un sujet plutôt à 10, 15, 20 ans. Mais si on est suffisamment précurseur sur ce sujet-là, on pourrait imaginer une géothermie collective, au moins pour alimenter les résidences du centre-ville. Donc voilà, on a plein d'idées sur ce sujet-là et on aimerait bien les mettre en application dans le futur, donc pourquoi pas. Alors, je ne suis pas grand spécialiste, mais je pense qu'on peut aujourd'hui trouver des moyens de les traiter différemment. Je pense notamment aux terrains stabilisés, etc. Ou simplement de faire un cerclage sur ces terrains en stabilisé permet de supprimer en fait tous les produits phyto. Donc toutes les techniques qui permettent de se passer de ces produits-là, et ça va dans le bon sens, donc forcément si on peut s'en passer, on s'en passera. Alors c'est toujours compliqué dans les écoles parce que on sait très bien que des fois les arbres aussi ils viennent à pousser et puis à un moment ils présentent aussi des dangers pour les enfants. Donc créer des espaces verts, c'est toujours un gage ça rend plus bucolique un petit peu, bon, c'est quand même plus sympathique. De créer aussi des jardins dans les écoles pour apprendre aussi aux élèves à jardiner, c'est toujours des intérêts, un atout important. Après, c'est aussi toute la complexité d'avoir des enfants qui vont ressortir avec les chaussures pleines de terre, etc. Donc voilà, je pense qu'on peut imaginer en tout cas de créer des espaces verts dans les cours des écoles quand c'est possible. Quand c'est possible.
parce que on n'a pas forcément toujours la place pour le faire. Il y a quelques années, on a supprimé les bacs à sable. Pourtant, quand j'étais gamin, je pense que je passais une grosse partie de ma récréation là-dedans. Donc oui, après, de mettre des espaces de verdure un petit peu dans les écoles, c'est un atout. Et dans le centre-ville, dès qu'on pourra mettre des jardinières, des choses comme ça, surélever, c'est quand même beaucoup plus facile. Quand on va réaménager aussi certaines rues, il faudra qu'on crée justement ces espaces verts. Il faut qu'on les imagine aussi avec des variétés peut-être plus résistantes pour limiter aussi les coûts d'entretien et éviter tous les problèmes liés à l'arrosage notamment. Donc mettre des paillis, etc. Donc charge à nous, lorsqu'on mettra de la verdure en centre-ville, d'avoir un regard important sur l'entretien et sur l'arrosage. Oui, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Plutôt que de mettre des essences qui sont un petit peu, qui sont pas des essences locales, hein, on peut très bien imaginer mettre des fruitiers, on a tout type de fruitiers qu'on peut installer notamment dans nos espaces verts, et je pense que ça présenterait un sacré atout. Et puis après, ça permettra aussi de découvrir de nouvelles variétés de pommes notamment, hein, s'il en existe quand même quelques-unes. Donc on a plusieurs projets dans ce domaine-là en tout cas. C'est déjà revitaliser tous les logements abandonnés ou les logements inoccupés en centre-ville. Parce qu'on sait très bien que plus on ramènera de la population en centre-ville, plus on arrivera à dynamiser aussi. Donc avant de construire du logement neuf, c'est déjà de valoriser déjà l'ancien qui existe. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on aura beaucoup de logements neufs sur la périphérie et on va vider le centre-ville. Donc l'objectif aussi, c'est d'inciter les gens à investir en cœur de ville et donc de revitaliser aussi par le logement le cœur de ville. Je pense qu'ils ont déjà initié cette démarche-là d'être un festival éco-responsable. Je ne doute pas qu'ils ont plein de bonnes idées. D'ailleurs, ils doivent proposer dans les semaines qui viennent un certain nombre de propositions justement pour être un festival encore plus durable. Après, tout n'est pas possible non plus, hein, notamment sur les sanitaires. Hein. Je pense que pour eux, ça doit être assez compliqué parce que on parle aujourd'hui du maintien du festival sur Carhaix avec notamment l'implantation de structures en dur sur le site. Je pense que ces structures en dur justement permettront d'ancrer le festival un peu plus dans une économie plus durable en ayant moins recours à du matériel qui vient à s'user et qu'il faut remplacer régulièrement.